Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Aujourd'hui, petite vidéo où nous allons essayer de faire un petit peu de spontanéité. Nous allons aborder différentes thématiques par l'intermédiaire de Twitter. J'avais déjà fait une vidéo sur des posts, sur des réactions sur Twitter, mais c'était des réactions qui étaient sélectionnées. Là, je vais tout simplement me proposer à vous de réagir sur des tweets que je vais choper au hasard sur ce fameux réseau social et réagir. Peut-être qu'en effet, ça va encore une fois de plus rentrer dans les mêmes thématiques que vous avez pu voir dans les précédentes vidéos, comme peut-être on va aborder d'autres choses. Mais avant toute chose, je voudrais vous remercier d'avoir, pour certains d'entre vous, commenté de façon assidue et de façon assez, on va dire, précise sur la précédente vidéo. Et je vais profiter de cela pour répondre à l'un d'entre vous qui est MP. Merci à vous d'avoir participé à cette réflexion et je vous avouerai franchement que sur ce que vous m'avez donné sur le magnétisme, etc., je vais y regarder de plus près pour m'instruire. Néanmoins, vous m'avez laissé récemment un post où vous m'avez dit, il y a 2 jours, ma mère pensait avoir une grosse angine, les secours sont venus à la maison et en fait, elle a une pneumonie. Désolé pour votre maman, j'espère qu'elle va guérir et qu'elle se rétablira assez rapidement. Néanmoins, vous me précisez que la pneumonie est due au Covid, dont en fait, elle a le Covid. Et vous dites plus loin qu'elle a reçu sa 2e dose. Vous me donnez une autre information qui est assez importante aussi, mais d'abord, je voudrais réagir là-dessus. Déjà, est-ce que votre mère, posons la question, est-ce qu'elle a peut-être des antécédents? Est-ce qu'elle a déjà eu des problèmes de santé? Est-ce qu'elle a peut-être déjà des problèmes de santé sans en avoir conscience? Peut-être que son médecin, et là je vais en revenir dessus, n'a pas su à un moment donné interpréter ou peut-être... Enfin, je ne sais pas, parce que je pense que si votre mère est déjà peut-être âgée, si elle a 50, 60, 70 ans, qui sait, normalement, on est censé faire un check-up. C'est-à-dire faire un ensemble d'analyses, faire un ensemble de vérifications sur votre état de santé pour justement détecter peut-être certains problèmes qui pourraient être annonciateurs actuels ou à venir d'un certain nombre de pathologies particulières, auxquelles, malheureusement, la vaccination eh bien, peut avoir une conséquence. Et là où j'insiste, c'est vous dites, mais ça, le médecin ne lui a pas dit. Alors, le médecin ne l'a pas dit, qu'est-ce qu'il ne lui a pas dit exactement? Précisez pas trop. Est-ce qu'il ne lui a pas dit qu'elle avait le Covid, ou est-ce qu'elle ne lui a pas dit que même en étant vacciné, eh bien, on peut choper le Covid? Parce que le principe de la vaccination, c'est un peu ça. Même si, encore une fois de plus, oui, j'ai été rectifié parfois par certains sur les réseaux sociaux. Ce ne sont pas des vaccins. On appelle ça vaccin tout simplement parce que c'est la meilleure façon en matière de communication de faire avaler la couleuvre au plus grand nombre. Vous pensez bien que si on disait c'est un traitement génique, génétique, OMG, etc., tout de suite, hop, il y a un aspect négatif qui s'exprime dans l'inconscient collectif. Et là, dans ce cas-là, toute votre communication pour inciter les gens à se vacciner, eh bien, tombe à l'eau. Donc, c'est pour ça qu'on utilise le terme vaccin. Vaccin a une connotation plus positive que le terme traitement génique. Vous voyez, c'est de la communication. Hein, on est sur de la communication de masse. Et comme les vaccins, je veux dire, le principe du vaccin, c'est quoi? C'est qu'on vous inocule tout simplement le virus pour aider votre immunité à se munir de tous les éléments qui lui permettront, le jour où vous chopez le virus, de le combattre. Le principe de la grippe, c'est un peu ça. Après tout, tous les ans, on fait la promotion des vaccins, mais en réalité, c'est quoi? C'est des cocktails. C'est des cocktails avec les différentes souches les plus virulentes des années précédentes. Mais qu'il y a une chance sur 2 que ce vaccin, finalement, ne vous protège pas. Vous protège pas si vous avez une immunité faible. Si vous avez une immunité plus ou moins solide, en effet, limite, le vaccin ne vous sert à rien. Je vous répète
Ma petite anecdote personnelle, j'ai travaillé pendant plus de 16 ans dans un cinéma. Et comme tous les gens qui travaillent dans des lieux publics, que ce soit des magasins, des centres commerciaux, etc., vous remarquerez que ce sont souvent des gens qui tombent parfois très peu malades. Très peu malades, pourquoi? Parce que quand il y a des épidémies de grippe, eh bien, ils passent au travers. Ils passent au travers, pourquoi? Tout simplement parce que, en étant exposés au public, eh bien, au bout d'un moment, nous construisons notre immunité. Si bien que je ne me suis jamais fait vacciner par de la grippe depuis 92. Et je n'ai jamais chopé la grippe. Attention, ça ne veut pas dire que tout le monde. Il y a d'autres aspects, c'est-à-dire que j'ai eu des collègues qui, comme moi, sont passés au travers, mais un jour vont l'avoir chopé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils étaient dans un instant où ils étaient fatigués. Donc ils étaient fatigués, ils avaient déjà des faiblesses, certains avaient déjà des petits problèmes de santé, etc. Et malheureusement, ils n'ont pas pu passer au travers. Donc ils ont chopé la grippe. Mais voilà, ça a été l'histoire de 2-3 jours, rien de plus. À côté de cela, vous avez des gens qui ont des pathologies plutôt fragiles. S'ils ont des pathologies fragiles, voire pouvant influencer sur l'équipement immunitaire, là, dans ce cas-là, en effet, le vaccin serait plutôt préconisé pour ce genre d'individus. Donc vous voyez, c'est très compliqué de faire de la généralité en croyant qu'il suffit de militer au tout vacciné ou pas vacciné, il ne faut pas se vacciner, etc. C'est compliqué parce que nous sommes tous différents. La preuve en est, c'est que même les résultats qu'on commence à avoir aujourd'hui tentent à démontrer que la fiabilité et l'efficacité commencent à se séparer. L'efficacité, c'est-à-dire que ça fonctionne sur un certain nombre de gens. Par contre, l'efficacité sur un certain nombre de pathologies, sur un certain nombre d'individus, c'est pas sûr que ça fonctionne réellement. Mais à la limite, c'est le principe. En revanche, là où par contre, lorsque vous me dites que le médecin ne lui a pas dit, là vous mettez le doigt sur le réel problème aujourd'hui. C'est le problème de la communication. C'est-à-dire qu'on est dans un schéma de généralité, c'est-à-dire qu'on ne fait pas du cas exceptionnel de la considération, on décide de vacciner tout le monde, et tant pis s'il y a des gens qui décèdent, et tant pis s'il y a des gens qui ont des effets secondaires permanents. Parce que ce sacrifice permettra de sauver la majorité. Alors attention, ce que je vous dis là, évidemment, ça choque les oreilles. Ça choque d'autant plus les oreilles que quand vous utilisez cette expression dans les réseaux sociaux, vous tombez toujours évidemment sur des gens qui vous disent « Oui, les vaccins ne sont pas faits pour tuer ». Oui, en effet, les vaccins ne sont pas faits pour tuer. Et malheureusement, tous les traitements ont pu tuer une personne à un moment donné. C'est une réalité. Je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, je le répète maintenant. Et le problème, c'est que du fait qu'évidemment, on est en face d'une pandémie, donc la pandémie accentue la volonté d'inciter, d'obliger les gens à se vacciner, au détriment d'un des principes fondamentaux de la médecine, c'est l'information. L'information qui permet à l'individu de faire son choix, c'est-à-dire d'avoir le libre arbitre, c'est-à-dire d'aller chercher le consentement des gens. Or aujourd'hui, force est de constater que les politiques que l'on voit surtout en France, eh bien, doivent certainement vous faire la démonstration que ces dirigeants, que cette élite, que ces politiciens, que certains médecins, que certains intellectuels, que certains artistes, que certains idéologues considèrent que vous êtes des crétins. Et parce que vous êtes des crétins, vous n'avez pas à savoir les détails de ce quoi on va vous injecter dans le corps. Vous devez vous vacciner. Point. Et là, vous avez l'exemple de MP qui nous raconte son histoire de sa mère qui est atteinte d'une pneumonie et que la pneumonie a certainement été déclenchée par la Covid ou par le vaccin. Pour l'instant, il faut le diagnostiquer. Si tant est que votre mère, monsieur, cher MP, soit diagnostiquée et pas juste traitée. Parce que
Symptômes, ok, on traite. Non, non, attendez, symptômes, ok, mais avant, diagnostiquons. D'où viennent les symptômes? Pourquoi elle a chopé la pneumonie? À quel moment elle l'a chopé? Elle l'a chopé après, avant, première dose, combien de temps après la première dose? Après la deuxième dose? Voilà ce qui normalement doit être fait. Est-ce que ça l'est fait? Est-ce que c'est fait en l'état? Elle a reçu sa deuxième dose il y a moins d'un mois. Elle chope une pneumonie. Et c'est là toute la problématique parce que, en effet, vous avez votre cas particulier de votre mère, avec tous les aspects émotionnels que ça, évidemment, incite. Le problème, c'est que, imaginez que des personnes comme votre mère, il y en a 1 milliard dans le monde. Il y a des pays qui vont décider d'avoir des politiques de recherche, d'analyse, d'études, de diagnostic. C'est le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, aujourd'hui, ils font de l'analyse. Mes 2 amis biologistes aujourd'hui font un travail d'analyse de données, de ce qu'on appelle même des métadonnées. Mais ce qui apparemment n'est pas le cas en France. En France, on a l'impression qu'en réalité, ils veulent vacciner tout le monde au détriment de toutes les valeurs fondamentales de ce fameux code de Nuremberg, de cette fameuse loi de 2002, au détriment du consentement. Et là, je vais faire une petite aparté, puisqu'en effet, certains d'entre vous ont certainement compris que ce qui est en train de se passer en France est un test. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de légiférer sur un droit fondamental du consentement pour faire de l'obligation. Alors pour l'instant, on parle de l'obligation pour les services de santé. Mais attention, de toute façon, on entend déjà. C'est-à-dire que là, ils vont essayer de faire passer une loi pour obliger les personnels de santé à se vacciner. Et si ça passe, c'est-à-dire si le Parlement, le Sénat, l'Assemblée nationale, si le Conseil d'État, si le Conseil constitutionnel disent amen, c'est fini, c'est mort. Si vous n'allez pas dans la rue cet été, là, tout de suite, maintenant, au moment où la loi est votée, pour dire non à cette loi, c'est fini. Ça rejoint ce que je vous disais dans ma précédente vidéo sur la République est morte. Vous aurez beau gueuler dans votre coin, vous aurez beau gueuler contre qui vous voulez sur les réseaux sociaux, de toute façon, excusez-moi l'expression, je vais être très vulgaire, mais vous l'avez dans le cul. Très profond. Parce que justement, il compte sur votre individualisme pour que vous ne trouviez pas la motivation de trouver de la solidarité en groupe pour aller dire non, 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 attendez, là, on n'est pas d'accord. Vous êtes la représentation du peuple, vous êtes censé défendre nos intérêts, etc. Et pas nous l'enfoncer bien profond sous le prétexte d'une pandémie. Parce qu'en effet, là, on le voit bien, Véran, il commence à préparer le terrain pour une 4e vague à mi-août. Alors qu'ils ont supprimé 1800 lits. Ben oui, ben si vous supprimez 1800 lits en plus, ben vous allez être 2 fois plus rapidement saturé dans vos hôpitaux qu'on l'a été il y a 1 an. Donc évidemment, vos chiffres, avant on vous disait 5000, à partir de 5000 contaminés journaliers, hop, on referme tout. Là, ça va être quoi, 2500? Donc ils testent. Ils testent votre résistance. Résistance qui pour l'instant est nulle. Comme je vous l'ai dit, ça gueule dans son coin, mais oui, en effet, il y a des associations, il y a des pétitions qui sont faites, il y a des plaintes qui sont déposées, etc. Mais elles n'ont aucun impact. Le seul impact, c'est d'aller dans la rue, c'est d'aller manifester, c'est d'aller gueuler, sous le nez de Macron, de Véran, etc. Il y en a qui le font d'ailleurs, Philippot l'a fait récemment. Donc là-dessus, on en reparlera parce que je pense que le sujet est tellement vaste que malheureusement, il faut faire très attention que sur des cas, en effet, concrets, et quand je dis concret, c'est concret qu'il y a possiblement
une cause à effet avec le vaccin et le Covid, mais remettre ça sur une échelle au niveau de la vaccination, on reste plus ou moins dans quelque chose d'acceptable. Attention, je ne dis pas que les vaccins sont efficaces. Nuance. Là, je vous parle de politique sanitaire. En revanche, l'efficacité du vaccin, là, on n'en sait rien. Là, je contredis tous ceux qui disent le vaccin, ça va protéger, ça va permettre d'éradiquer la maladie, ça va tuer le virus, pour revenir à la vie. Non, 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 non. On aura véritablement des résultats probants que l'année prochaine. Donc pour l'instant, le vaccin, c'est un absolu. Que ce soit Pfizer, Moderna, Johnson Johnson, Janssen ou AstraZeneca qui va lancer son vaccin avec le variant Delta, ou le Sputnik, etc. Pour l'instant, vous êtes des cobayes. Nous sommes des cobayes. Sauf que, et là, en effet, on peut rajouter le problème du lobbying, c'est que, tout à l'heure je vous parlais d'analyse, de faire de l'étude, de l'analyse de data, de données, etc., qui est très compliqué parce que là, vous êtes sur une échelle énorme, comme jamais on en a eu peut-être dans l'histoire. Sauf que vous avez des influences au niveau des services de santé qui font que, on va essayer de limiter le nombre de data pour ne faire ressortir que ce que l'on veut ressortir. C'est-à-dire ce qu'on a essayé de faire avec le AstraZeneca. C'est-à-dire que pendant un moment, il y a eu du lobbying pour empêcher qu'il y ait des études, pour empêcher qu'il y ait une recherche pour savoir si l'AstraZeneca pouvait être la cause des thromboses. Ça a traîné plusieurs semaines avant que enfin un laboratoire fasse un rapport en disant on n'est pas certain, quasi sûr que c'est l'AstraZeneca qui provoque la thrombose, mais force est de constater que dans nos données, les cas sont récurrents à cause, peut-être, de l'AstraZeneca. Donc la mesure de précaution, s'il y a un possible risque, là, dans ce cas-là, on écarte. C'est ça le principe de la mesure de précaution. C'est que tant qu'on n'a pas des données précises, tant qu'on n'a pas la preuve que, au lieu de continuer avec un produit qui ne marche pas, on l'arrête. C'est comme un constructeur automobile. Si le constructeur automobile il passe des années à développer un véhicule, il finit par le construire, le produire, le vendre, etc., et qu'au bout de quelques semaines, de quelques mois, on se rend compte que le véhicule, il y a des défauts, dans ce cas-là, on arrête de le vendre. Et on rappelle les véhicules qui ont été vendus pour modifier. Or là, évidemment, je vous admets tout à fait qu'en réalité, là, au lieu d'arrêter de vendre le produit, on continue à le vendre. C'est-à-dire qu'on se protège, comme je vous l'avais expliqué, bénéfice-risque. Le bénéfice-risque, il est réel, il est scientifique, c'est un protocole, c'est une procédure, sauf qu'évidemment, on se planque derrière ça pour peut-être en effet vendre un produit qui en réalité va avoir une efficacité très limitée. Donc, j'ai envie de dire, c'est à la fois légitime de remettre en question ces produits, c'est humain, c'est naturel, je dirais même, donc comme je le dis, c'est légitime, sauf que derrière il y a une pandémie qui peut tuer des gens les plus faibles, donc il faut une solution. Sauf que la solution, on est dans l'urgence, donc aujourd'hui vous avez des responsabilités qui ont été engagées pour prendre le risque de mettre en place une solution, mais qui risque dans les mois, les années à venir, d'avoir des conséquences qu'on aurait pu éviter si on avait fait ou respecté le protocole habituel qu'on est censé faire sur le développement de traitements. Voilà, tout simplement. La question, elle est là. Sauf que voilà, c'est cette question-là, aujourd'hui, qui est interdite. Et que sur les médias, on essaie de faire culpabiliser les gens qui ne veulent pas se faire vacciner parce qu'ils estiment que peut-être le Covid, peut-être ça se trouve, ils l'ont, donc ils ont une immunité et ils n'ont pas besoin de se faire vacciner, ce qui est à la limite logique. Si vous avez chopé le Covid, même si vous avez été symptomatique ou asymptomatique, le Covid, ça y est, vous l'avez chopé. Donc votre corps, s'il a réussi à créer une immunité par rapport au Covid, vous n'avez pas besoin de vous faire vacciner. Sauf que là, évidemment, il y en a, oui, mais les variants, donc il faut se vacciner quand même.
Oui, sauf qu'il y a quand même des gens qui ont dit que des gens qui ont du Covid, se faire vacciner, c'est risqué. Ah bah oui, bah, c'est risqué. Une chance sur deux. La roulette russe. Voilà. Là, la roulette russe est certainement l'image dans l'inconscient collectif qui est le plus à même de résumer la situation. Et donc MP, écoutez, je ne puis souhaiter votre mère un prompt rétablissement sur ce point-là, mais encore une fois, moi je ne suis pas médecin. Moi j'essaie de simplement faire de l'analyse logique, en prenant en considération tous les paramètres. Je n'affirme pas, je ne juge pas, je ne dis pas qu'il faut aller plutôt dans un sens que dans un autre, je dis simplement, raison gardée. Raison gardée, soyons à la mesure de ce que nous connaissons, soyons à la mesure de ce au quoi nous sommes soumis, pour faire nos choix, pour prendre nos propres décisions. Ça, évidemment, dans une société de consommation aujourd'hui, c'est compliqué. Vu qu'on a infantilisé, déresponsabilisé, décrédibilisé, déculturé un certain nombre d'individus, le choix, ils ne veulent pas le faire. Ils ne veulent pas assumer cette responsabilité de faire le choix. Donc c'est tellement plus simple de trouver du tierce responsable que d'assumer soi-même sa propre responsabilité à un moment donné, de faire un choix. Ça, malheureusement, c'est aussi ça le problème. Et c'est ce qui, en partie, je dis bien en partie, préconise aujourd'hui ces politiques de vaccination. Faire vacciner, obliger les gens à se faire vacciner, inciter les gens à se faire vacciner, etc. Parce qu'on est conscient que malheureusement, oui, nos mondialistes se sont rendus compte que vouloir déculturer des sociétés, le jour où vous avez une pandémie et que vous avez par Internet beaucoup de choses qui circulent, beaucoup d'informations, etc., ça génère des anti-vaccins. Sauf que là, aujourd'hui, les anti-vaccins, ils vont faire quoi, les anti-vaccins? Ils vont les foutre dans des camps. Il y a un moment donné, là, ça devient de l'hystérie en France. Les propos que tiennent certaines personnes, et c'est pour ça que le parallèle est tout de suite fait entre ce qui est aujourd'hui un fait, c'est-à-dire trouver une solution pour obliger les gens à se faire vacciner, alors soit légiférer, soit faire pression par les acteurs économiques, soit décharger la responsabilité de l'État ou de l'autorité sur des acteurs économiques pour que ce soit les acteurs économiques qui incitent, obligent, font pression sur les gens pour se faire vacciner, etc. Oui, c'est ce qui est... De toute façon, ça va arriver. Ça va arriver. Et le problème, c'est que si ça marche, mais demain, ils vont refaire la même chose. Ils vont refaire la même chose sur de l'idéologie. La pensée unique. Attention, nous considérons que la pensée unique est la bonne pensée à avoir. Si vous n'acceptez pas la bonne pensée unique, alors vous êtes des séditieux. Donc il va falloir vous traiter à votre juste mesure. C'est ça, aujourd'hui, que soulève le problème de l'obligation vaccinale. Et enfin, je voudrais... donc, vous m'avez parlé aussi des... Alors, vous m'aviez mis des extraits de Alien. Alors, j'adore Ridley Scott. C'est un de mes réalisateurs préférés. Et en effet, on entend beaucoup de critiques sur les deux derniers Aliens, que sont Covenant et... l'autre, je ne me souviens plus, c'est... bref, nom de Dieu, ça y est, j'ai oublié le titre du deuxième. Et... j'ai envie de dire que déjà les premiers Aliens étaient très intéressants, celui de 79, même Cameron, ceux de Fincher, etc., c'est un peu différent. Mais dans ces deux derniers Aliens, Ridley Scott en effet met beaucoup de thématiques. Il met des thématiques philosophiques, religieuses, et du fait de cette intelligence artificielle, de ce fameux humanoïde, comme on l'appelle, ce fameux David qui est la représentation de toute l'ambiguïté de l'intelligence. L'intelligence doit être faite pour faire le bien, mais au bout d'un moment, elle se pose les bonnes questions, elle fait de l'analyse, elle se dit, mais est-ce qu'à un moment donné, quelle est la solution pour pérenniser, assurer la sécurité de l'évolution ?
Et si dans cette évolution, il y a des éléments nuisibles, nocifs, il faut les éliminer. C'est le même schéma qu'on retrouve d'ailleurs dans pas mal de romans de science-fiction, dans le cinéma, etc. Cameron avec Terminator, Matrix, et beaucoup d'autres films qui justement abordent l'intelligence artificielle en disant à un moment donné, est-ce que l'intelligence artificielle, quand elle va avoir la capacité à un moment donné de, pas d'avoir une âme, mais de penser, et dans sa pensée de se dire, je suis programmé, j'ai été créé pour apporter du bénéfice, sauf que dans mon travail de bénéfice, je suis confronté à un obstacle. Cet obstacle, c'est l'être humain. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle à un moment donné? Elle va penser, je suis supérieur à l'humain. Je suis supérieur en capacité de pensée, de réaction, d'analyse, d'étude, d'essayer d'analyser tous les scénarios possibles, etc. Je vais plus vite que l'humain. Donc l'humain est obsolète. Donc à partir du moment où l'intelligence artificielle en arriverait dans le futur à considérer que son créateur devient obsolète, l'obsolescence, vous avez vu ce que ça finit. Donc, en effet, ces schémas-là, on les retrouve dans ces deux films-là. Et donc c'est en effet aussi une référence intéressante sur le fait qu'à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas une volonté d'élimination? D'élimination par la loi naturelle, qui est l'élimination des plus faibles. Je rappelle, la Georgia Stone prédit ou conseille de réduire la capacité de la population mondiale à 500 millions d'individus. Parce que justement, estimant qu'il n'y aura à un moment donné plus assez de ressources pour pouvoir satisfaire aux besoins essentiels de chaque être humain. Et d'ailleurs, on le constate, c'est déjà le cas. L'accaparement par le capitalisme, des matières premières, des ressources naturelles, et l'exploitation de l'homme par l'homme, c'est-à-dire de la misère, des sociétés complètement détruites, jusqu'à même réutiliser le principe des enfants, du travail des enfants. Nos fameux écologistes avec leurs batteries électriques, il faudra leur reposer la question d'où viennent les matières premières, ce serait intéressant. Et David Rockefeller, n'y a-t-il pas une statue intitulée Prometheus devant le Rockefeller Center? Tout à fait. Je l'ai vu, j'y suis allé il y a de nombreuses années, j'ai même fait une photo de cette statue. Et les Rockefeller, de toute façon, c'est un sujet pareil qui est très très vaste. J'en avais déjà parlé de leurs interventions par le biais de leur fondation, de leurs influences dans le développement d'un certain nombre d'économies ou voire même de politique, géopolitique, au niveau financier aussi. Ils sont très présents. Donc ça là-dessus, de toute façon, les Rockefeller, j'hésite à faire une vidéo sur les Rockefeller parce que c'est comme les Rothschild, etc. C'est des sujets qui sont très très vastes. Donc voilà, c'était une réaction que je voulais avoir par rapport à ce que vous m'aviez mis sur ma précédente vidéo. Les groupes qui sont chargés de recenser les effets secondaires déclarés par les médecins disent ne plus prendre d'appel à cause des surcharges, manque de moyens. Donc en fait, on ne sait pas ce qui se passe exactement et il y a des autopsies interdites aussi, le professeur Fortillan est en prison. Mais ça, je dirais à la limite, c'est dans le cas partout. C'est-à-dire tout ce qui est statistique, vous n'avez jamais la garantie de 100% des données. C'est aussi le cas aux États-Unis comme en Europe. Les fameux sites dont je parle souvent pour recenser les effets secondaires, etc. Je crois avoir lu qu'en moyenne, ils estiment qu'on a en fait un reflet qui ne fait que 18% de la réalité. 18% de la réalité. Vous voyez, c'est très faible finalement. C'est très faible, mais on considère que ça a une capacité de représentativité du panel, si vous voulez. C'est comme les essais. Les essais, vous pouvez faire des essais sur 10 000, 15 000 ou 20 000 personnes. Vous avez un panel qui est représentatif, comme les sondages.
c'est pareil. Alors là, les sondages, voilà, très bel exemple. Quand on vous fait un sondage, on vous met, oui, 53, 58%, 60% des Français aiment ceci, cela. Sauf que quand on regarde sur le nombre de sondés, en plus de ça, les instituts de sondage, ce sont des entreprises privées. Donc, quand quelqu'un commande un sondage, en réalité, c'est un client. Donc, le client, il faut le satisfaire dans ce qu'il veut comme résultat. Donc on va faire un panel de 500, 800, 1000, 1500, de 2000 personnes ou 5000 personnes, etc. Mais regardez toujours le nombre de gens consultés dans les sondages. Et vous verrez que, oui, sur quelques milliers de personnes, ça vous dégage un panel. Mais est-ce qu'il va être réaliste de l'ensemble de l'opinion des Français? Non. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, les instituts de sondage sont des sociétés privées, sont des sociétés commerciales qui ont un but de rentabilité et donc qui vont faire en sorte de satisfaire un résultat dans la mesure de ce que le client souhaite avoir. Donc, il est évident que si vous faites un sondage sur un panel de 1000 personnes, mais que vous faites votre sondage sur des régions ou des localités ou des collectivités où vous savez que ce sont des gens plutôt majoritairement de gauche, ou majoritairement de droite, ou majoritairement d'extrême droite, enfin, il est évident que si vous faites un sondage où vous ne sondez que dans des gens qui habitent dans les centres-villes et des gens qui habitent dans les agglomérations, il y a de fortes chances que vous ayez des résultats complètement différents. Faites un sondage, est-ce que vous aimez aujourd'hui la politique du président Macron? Il est évident que votre résultat ne sera pas le même si vous réussissez à interroger les 2/3 de votre panel sur de la bourgeoisie de centre-ville que sur de la population ouvrière, classe moyenne, de banlieue. Logique. Donc là-dessus, en effet, tous ces sites, etc., ne sont que des panels, mais on n'a pas, en effet, tout. On n'a pas 100% des résultats, on n'a pas 100% de l'imagerie qu'on devrait avoir par rapport à ce qui se passe avec ces vaccins. Donc on ne sait pas exactement, et on ne saura jamais exactement, mais on ne sait jamais exactement. Je sais, c'est cruel, mais il n'y a pas d'absolu dans des résultats ou dans des études ou dans des analyses. On essaie de trouver un panel représentatif pour avoir une idée, pour avoir une projection, si vous voulez, mais on n'aura jamais... Regardez, aujourd'hui, il y a eu des drames. Regardez Fukushima, par exemple. Bon, Fukushima, aujourd'hui, on ne sait pas exactement combien il y a eu de victimes. Pourquoi? Parce que y a des gens, on n'a pas les corps, on n'a pas les traces. Le 11 septembre, par exemple. Regardez le 11 septembre, il y a un moment donné, le 11 septembre, l'État fédéral a tranché. C'est-à-dire que sur tout ce qu'ils ont retrouvé d'organique dans les restes du World Trade Center, il y a un moment donné où, si on s'amusait à faire une recherche génétique sur tout, mais on en aurait pour 75 ans. Donc au bout d'un moment, l'État fédéral, nous, on ne veut pas financer une recherche génétique pour restituer les restes des victimes du 11 septembre à leur famille. Donc nous, on tranche, on met tout dans des boîtes, et puis on met ça dans un endroit. Donc évidemment, il y a des familles de victimes qui ont gueulé, qui ont dit « Non mais attendez, c'est pas normal, qui a le droit de légiférer là-dessus, etc. » Il y a un moment donné où vous faites un choix. Et dans les analyses, dans les sondages, etc., il y a un moment où on fait le choix. On fait le choix de faire un panel représentatif. On essaie de collecter un maximum de données, surtout qu'aujourd'hui, maintenant, nous avons des algorithmes qui permettent de pouvoir brasser énormément de données que l'on ne pourrait pas brasser de façon traditionnelle, de façon classique, parce que ça mettrait des années à analyser. Et là encore, je le dis, on n'est pas à l'abri non plus de manipulation pour essayer plutôt de tenter d'aller dans un résultat plutôt que dans un autre. Sauf qu'il y a un moment donné où la réalité, surtout avec Internet, où les gens communiquent entre eux, les gens s'échangent des informations. Donc si au bout d'un moment on se rend compte qu'il y a beaucoup d'informations sur des effets secondaires, etc., et que les sites, eux, vous disent « Oh, les effets secondaires, ça représente que 5% des cas, etc. » Et à un moment donné, ça ne colle pas. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec le fameux rapport du Lancet sur le remdesivir. C'est que le Lancet a validé un rapport et même pas 12 heures ou 24 heures après, il y a des médecins
assez réputés, qui ont commencé à dire, attendez, il y a un truc qui ne colle pas là dans les résultats. Et là, tout d'un coup, tout le monde s'est rendu compte que, en effet, sur le papier, ça passe, mais comparé à ce que des professionnels, à ce que des médecins, des biologistes, des épidémiologistes, etc., connaissent dans leur profession, dans leur talent, dans leurs compétences, etc., ils disent, attendez, ce rapport, il est bidon. On ne peut pas lancer un produit, on ne peut pas légitimer un produit sur des résultats aussi insignifiants, non représentatifs. Là, vous voyez, c'est un peu ça le truc. Et le professeur Fourtillant est en prison. Ben, il est en prison, je dirais, il est en prison parce que, en fait, l'affaire est un peu compliquée, c'est-à-dire que ça ne remet pas en question les compétences du professeur Fourtillant. Le problème, c'est que il était à la retraite, mais il a continué à professer. Il a professé pour le compte d'une société privée, un laboratoire privé, et pour lequel il était rémunéré pour un test, un essai clinique sur un traitement pour un traitement patch pour la maladie d'Alzheimer. Les protocoles étaient respectés, etc. Sauf que, en France, vous ne pouvez pas lancer des essais, même sous couvert d'une société privée, sans autorisation. Donc ils n'ont pas l'autorisation, pourtant ils ont fait les tests, etc. Donc évidemment, l'autorité sanitaire française a porté plainte contre le professeur Fourtillant, il y a eu enquête, etc. Et il a été convoqué devant le tribunal, sauf qu'il ne s'est pas présenté devant le tribunal. Donc c'est pour ça qu'il a été arrêté la première fois. Ça, évidemment, c'est le contexte. Après, derrière, en effet, le professeur Fourtillant a émis des données, a émis des expertises qui ont dérangé pas mal de gens. Et donc ces gens-là ont profité de ce contexte, tout simplement pour... la première fois, il a été arrêté, envoyé dans un asile psychiatrique. Heureusement, il a été libéré. Malheureusement, il a été une nouvelle fois arrêté, et là, il a été mis en prison. Donc, il y a un opportunisme, si vous voulez, d'une situation pour réussir à faire taire quelqu'un qui avait des choses à dire, et qui a des choses à dire, en effet. Mais c'est pas un agité du bocal, comme on voudrait le faire passer. Et pour terminer justement en lien avec ça, on a appris récemment, je crois avant le week-end, le professeur Raoul, qui a tweeté qu'il était... Alors, il ne disait pas qu'il était pour, mais qu'il était pour préconiser le fait que les personnels de santé soient vaccinés. Et oui, parce qu'en effet, il y a un petit peu avant le week-end, a été publié un tweet sur Twitter du professeur Raoul, et qui dit ceci: « Au vu des enjeux de l'épidémie actuelle, je suis favorable à la vaccination systématique des personnels soignants avec les vaccins recommandés par leur classe d'âge. J'encourage donc tous mes collègues à se rapprocher de leur centre de vaccination. » Alors évidemment, tout le monde est tombé des nues, le professeur Raoul. Sauf que la plupart des gens ne savent pas, c'est que il y a peut-être certainement un lien sur le fait que l'AP-HM dont dépend l'HIP ou l'HS, je ne sais plus, du professeur Raoul, a été confié à... il y a eu un changement de directeur. Voilà, je cherchais le nom. Et c'est M. François Crémieux qui a été nommé donc nouveau directeur de l'AP-HM. Sauf que M. Crémieux, c'est un ancien bras droit de Martin Hirsch. Et à savoir que, en réalité, on pense qu'il a été envoyé là-bas pour contrer Raoul et Fouché. Il faut savoir que Crémieux, c'est un individu qui vient des réseaux de Kouchner. Ce qui donne une idée, sans doute, de son devoir d'ingérence qu'il a aujourd'hui sur Raoul. Je pense, alors, il y a des gens qui disent, oui, non, mais Raoul s'est prétendu être un rebelle, etc. En effet, Raoul lui-même n'en a plus rien à foutre. Je veux dire, il a une carrière complète, etc. Donc,
À la rigueur, ils peuvent le virer. Lui, de toute façon, moi, ça y est, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, etc. Vous pouvez me virer si vous voulez. Sauf que le virer, en matière de communication, ça risque de la foutre mal. En revanche, Crémieux a un pouvoir de pression budgétaire. C'est-à-dire qu'il peut très bien faire une pression sur Raoul et Fouché en disant soit vous vous alignez, soit on va faire en sorte de réduire vos budgets, donc ce qui va vous obliger à vous séparer de certains membres de vos équipes, etc. Donc ça veut dire qu'on va mettre dehors des gens de vos équipes. Voilà, c'est aussi ça, hein, les outils de pression. Donc, un autre tweet qui a été publié dimanche, et qui confirme, en effet, l'information à partager de toute urgence. Vous avez peut-être vu passer un tweet du professeur Raoul annonçant qu'il encourageait le personnel soignant à se faire vacciner. Sachez que ce tweet a été fait à contre-cœur, sous menace de fermeture de l'IHU et interdiction d'exercer 2 ans pour tous les médecins complotistes. Donc c'est bien ce que je vous disais, c'est que Crémieux a fait une menace de fermer son service et non seulement de virer tout le monde, mais en plus de ça, de leur foutre une interdiction de 2 ans de pratique. Donc là, le professeur Raoul, pour sauver ses équipes, voilà comment on réussit à faire pression, en fait, finalement, sur les séditieux. Et donc maintenant, on va passer à Twitter. Donc on va réagir, je vais réagir sur des tweets que je vais choper pour vous au hasard. Alors, on a le premier tweet que je tombe, justement, c'est Philippe Béchade. Donc vous vous souvenez, hein, c'est cet économiste qui vient de se faire virer récemment de BFM TV, qui fait partie des Iconoclastes, dont je vous avais mis le lien dans la précédente vidéo, et qui tweet « Apartheid sanitaire, la France, le pays des droits de l'homme et des Lumières, cessera officiellement d'exister comme tel ce 12 juillet, à peu près à 20h, pour achever sa glissade vers un totalitarisme à la chinoise ou à la turkmène. Un tel dégringolade en 18 mois, m'abasourdit. » Vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais dans ma vidéo, la République est morte. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de réaction, tant à la fois par des élus, tant à la fois par des organismes, tant à la fois par des syndicats ou des trucs comme ça, contre ça, voilà, ils ont gagné. C'est-à-dire que demain, vous pouvez aller dans la rue, mais en plus de ça, on est l'été. Donc évidemment, aller chercher des gens en été pour aller manifester dans les rues, alors il y en aura, hein. Mais voilà, ça sera quelques centaines de personnes à tout casser. Donc du coup, voilà, la République est morte. Philippe Herlin, instauration de la dictature sanitaire basée sur tout vaccinal. Voici l'apartheid vaccinal. La balance bénéfice-risque du vaccin est positive pour les fragiles. C'est tous les traitements ont leur rôle à jouer. Oui. Voilà, on est... alors, apparemment, c'est sur l'intervention de... non, c'est mercredi. C'est mercredi l'intervention de Macron, c'était aujourd'hui, je ne sais plus. Apparemment, passe sanitaire élargi le 21 juillet à tous les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes. Oh putain, ils ont baissé la jauge. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des manifestations et des lieux qui faisaient à moins de 1000 personnes. Donc du coup, là, ils ont élargi, en fait, à tous les rassemblements, à tous les lieux de loisirs et de culture qui rassemblent plus de 50 personnes. Le pass sanitaire. Vous vous souvenez, hein, le pass sanitaire qui devait normalement être pas applicable partout. Aux cafés, restaurants, aux centres commerciaux, aux hôpitaux, maisons de retraite, établissements médico-sociaux, ainsi qu'aux voyages en avion, train et car pour les trajets de longue distance. Ausweis. Papier, bitte. Autre tweet, toujours Philippe Herlin d'ailleurs, ce que l'Union européenne va annoncer mercredi pour lutter contre le soi-disant réchauffement, fin des voitures à essence en 2035, taxe carbone pour industrie et transport, carburant et fioul domestique, renchérit, effondrement de l'économie et du pouvoir d'achat. Voilà. C'est toujours les mêmes qu'on attaque, c'est vous. Et derrière, et tous les aspects aussi que comme je vous avais déjà expliqué dans plusieurs vidéos, c'est-à-dire vous retirez la propriété.
retirer la propriété d'un véhicule, retirer la propriété d'une moto, retirer la propriété d'un moyen de transport, pour utiliser des moyens de transport écologiques en location, voire même votre maison. On vous interdira d'être propriétaire de maison ou d'appartement. On vous louera. Et on vous louera parce que vous serez sous le coup d'un revenu universel, mais le revenu universel ne vous permettra pas et ne vous autorisera pas à être propriétaire. Donc vous serez dépendant, vous serez asservi. Aldostérone, que vous connaissez certainement. Le discours 13 années 30, il retweet Marilyn Maubois, la véritable exclusion, c'est ça. Espèce de mongolien, t'es même pas vacciné et t'en es fier, gros beauf. Je pris le passeport vaccinal en place de partout pour trier les sous-citoyens de merde comme toi et les autres. On disait quoi déjà sur le fanatisme? L'Union européenne annonce le gel de son projet de taxe numérique jusqu'en octobre. Oh bah merde. Vous savez, vous avez entendu parler de la réunion G20 économie où M. Le Maire s'est fendu de satisfaction parce qu'ils avaient été sur un accord d'une taxe sur les grosses entreprises à 15%. Ouais. Bah là, on vient d'apprendre que Washington est plus d'accord. Étonnant. La plume libre, qui reflète, enfin qui relaie pas mal d'informations issues d'agences Israël a débuté l'administration d'une 3e dose sur les personnes vulnérables. Cela fait suite à la hausse des cas liés au variant Delta. L'hôpital Sheba de Tel Aviv a été le premier concernant les 3e doses. Vous savez qu'il y a pas une directive, mais une missive, non pas une missive, enfin une lettre de Véran qui a été envoyée dans les EHPAD pour commencer à préparer la stratégie pour faire une 3e dose pour les vieux. 3e dose. Bref de presse, après la hausse de 10% des prix du gaz, depuis le 1er juillet, ce sont les prix de l'électricité qui risquent d'augmenter, selon BFM Business, jusqu'à 6% dès février prochain. Eh oui, non mais... Vous savez que pénurie, vous allez en entendre parler, hein, pénurie. Ou peut-être que vous avez déjà été dans des commerces, on vous a dit, ben non, il y a pénurie. Vous savez que la pénurie aujourd'hui est en train c'est en fait un écran de fumée pour que vous ne preniez pas conscience qu'en réalité, tout le modèle économique aujourd'hui mondial est en train de ralentir sur la production, sur l'exploitation de matières premières, etc. Parce que ça devient plus viable. Parce que économiquement, ils n'arrivent plus à tirer des marges. Le pétrole, par exemple, oui, du pétrole, il y en a beaucoup, hein. Il y en a encore beaucoup de pétrole. Sauf qu'il est plus profond. Comme il est plus profond, donc ça coûte plus cher à extraire. Donc vous êtes obligé de répercuter le prix à la pompe. Sauf que, vu qu'on est quand même dans des récessions, que les gens n'ont plus les moyens, qu'il y a des surendettements, il y a un moment donné où vous n'allez plus gagner d'argent parce qu'il n'y aura plus assez de gens pour acheter vos merdes. Donc c'est pour ça que là, vous avez un phénomène mondial où on met un petit peu le frein volontairement sur l'exploitation de matières premières, etc. Et puis aussi, ça permet comme ça au marché de tirer énormément de bénéfices sur la raréfaction. Hein, vous savez, raréfaction, ça veut dire que, hop, les prix montent. Pour derrière, vous obligez finalement à ne plus avoir aussi et autant de choix que vous aviez avant. Voilà, la pénurie. C'est pas une réelle pénurie. Mais elle est créée pour commencer à préparer le terrain. Pierre Jovanovic, tout ce Macron va annoncer a été donné sur quotidien.com en avril 2020. Le plan Bill Gates est activé comme prévu, voir aussi le livre d'Amar Philippe.
Et en effet, c'est vrai que Pierre Jovanovic, de temps en temps, il a eu des déductions qui se sont avérées réalisées parfois dans les mois ou dans les années à venir. C'est-à-dire qu'il n'est pas devin. Il fait de la revue de presse, il fait de l'analyse économique à son niveau. Et il y a beaucoup d'éléments, comme je le dis souvent, il y a des fois des informations qu'on reçoit, mais attention, il ne faut pas faire de conclusion hâtive. On se le garde sous le coude, et peut-être dans une semaine, 2 mois, 3 mois, on va avoir une autre information qui tout d'un coup va expliquer, corroborer ou s'ajouter à l'information qu'on avait eue précédemment. Et qui nous permettrait éventuellement d'en voir une déduction de ce qui se passe à un instant T sur quelque chose qu'on habille du manteau de quelque chose, d'une fusion par exemple, alors qu'en réalité la fusion de 2 entreprises cache en fait qu'une des 2 entreprises était quasiment en faillite. Vous voyez, c'est assez vicieux. La réforme de l'assurance chômage pourrait avoir des incidences plus lourdes que celles évoquées par le gouvernement. L'allocation de 1,15 million de demandeurs d'emploi pourrait baisser de 17% en moyenne la première année. Nouveau camouflet pour l'exécutif, le Conseil d'État vient d'ordonner la suspension des nouvelles règles de calcul de l'assurance chômage qui devaient entrer en vigueur le 1er juillet. Alors ça, c'était il y a quelques jours, avant le 1er juillet. La réforme controversée de l'assurance chômage sera pleinement mise en œuvre le 1er octobre, affirme Emmanuel Macron. Donc là, le Conseil d'État, il dit niet, et Macron fait le bras d'honneur en disant non, 1er octobre, je vous emmerde. Destruction de la France. Macron a été mis en place pour détruire le pays. Que cela soit écrit. La revue de presse de l'estimable Nicolas Bonal, je vais te dire lecteur Les Français de 89, des Lumières de 93, de la Terreur et du Broie de l'Homme, et des Broie de l'Homme, de la Vendée, de Waterloo et de Sedan, de mai 68 et du 10 mai, et va avoir... attendez, parce que là, j'ai pas tout le texte en entier. Va avoir, je ne sais pas, j'ai pas la suite. Le tweet est coupé. Oui, alors apparemment c'est le blog du Lupus, d'accord. Pareil, blog du Lupus, si vous ne connaissez pas, c'est intéressant d'y aller de temps en temps, il y a certaines réflexions, il y a pas mal d'articles anglo-saxons traduits, donc si vous avez des billes en anglais, ça peut être intéressant pour vous de connaître ce site, si vous voulez être un petit peu informé, en sachant qu'il faut faire un petit peu attention, parce que des fois il y a des petits raccourcis dans ce site, mais néanmoins qui reste quand même très intéressant à étudier. Chine, vice-ministre DAE, agence économique certainement. Le déclin des États-Unis n'est pas un déclin de sa force, mais un déclin de son hégémonie. Quelle que soit la force d'un pays, le pouvoir hégémonique est voué à disparaître. L'hégémonie n'est pas populaire. Ça fait partie, je dirais même, du principe des empires. C'est-à-dire que tous les empires qui se sont montés, qui se sont créés, qui se sont constitués dans l'histoire, n'ont jamais été éternels. Ils ont fini par décliner, à un moment donné, pour X raisons. Les États-Unis, ça fait quand même depuis, un siècle maintenant, qu'elle a réussi à installer quand même sa puissance, son influence à l'échelle internationale. Bon, sauf que ça n'a pas été éternel. Et à un moment donné, où quelque chose va remplacer les États-Unis dans ce rôle. Je vous laisse imaginer quel pays pourrait éventuellement remplacer les États-Unis sur ce point de vue. Maintenant, à savoir, est-ce que les Américains seraient beaux joueurs ou si au contraire, ils sont capables de tout faire péter pour ne pas céder leurs hégémonies. D'ailleurs, à ce propos, je ne sais pas si je vous en avez parlé, du départ en catimini de l'aéroport en Afghanistan, laissant tout le matériel, etc., que les talibans ont commencé à se servir, etc., eh bien aujourd'hui, vous commencez à avoir des gens qui commencent à dire que
les talibans, de toute façon, les fameuses négociations qui avaient été lancées, je vous en avais parlé il y a à peu près un an, on le savait de toute façon que ça n'aboutirait nulle part. Parce qu'il y a trop de conflits d'intérêts, il y a trop de points divergents entre l'État afghan et les talibans. Mais force est de constater que de toute façon, le départ des Américains aujourd'hui en Afghanistan et normalement le départ de l'Irak au 11 septembre, je crois, c'est l'aveu de l'échec. Les Américains ont échoué. Donc ça renforce ce que je vous disais sur les personnes que je connais qui sont des vétérans et qui se sont rendus compte qu'on les a manipulés, qu'on les a envoyés dans des pays où ils n'avaient rien à foutre, etc. Ça fera que renforcer le problème qu'encore une fois de plus, les Américains sont arrivés avec leurs gros sabots dans des pays qu'ils croyaient pacifiés et démocratisés, alors qu'en réalité, ils n'ont pas réussi. Parce que c'était des sacrés merdiers, et voilà. Et ça démontre ce que je disais sur la démocratie. La démocratie, elle peut fonctionner sur des pays à partir du moment où les pays sont propices, de par leur structure, de par leur culture, à accepter, à instaurer, à mettre en place la démocratie. Comme vous avez des pays, de toute façon, la démocratie ne fonctionnera jamais. Mais ça, pareil, il ne faut pas le dire. Trump, pourquoi je m'en prends au Big Tech? Les géants de la Big Tech ne suppriment plus simplement les menaces de violence spécifiques, ils manipulent et contrôlent le débat politique lui-même. Ça, c'est Bruno Berthès, ce qui n'est pas faux, il en a fait l'expérience, malgré lui. Pareil, petite anecdote, Trump qui s'est pointé par surprise lors d'un grand rassemblement pour un grand match de, alors je ne sais pas si c'était du free fight ou quelque chose comme ça, mais il suffit de voir l'arrêt. Alors, grande salle, je ne sais pas, peut-être, 5 000, 6 000, peut-être 10 000 personnes dans le stade, vu l'accueil qu'il reçoit, ça confirme que là, les États-Unis, oui, il y a bien une fracture dans la population américaine, et que on refera une vidéo de toute façon là-dessus, mais en résumé, aujourd'hui, les États-Unis, c'est les Américains des villes et les Américains des champs. Le rat des villes, le rat des champs, souvenez-vous de cette histoire, eh bien aujourd'hui, on peut dire que c'est un peu ça aux États-Unis. À Lyon, l'association Parents Vacances met en contact des familles démunies avec des propriétaires solidaires qui acceptent de prêter leur maison de vacances. À qui ? Il y en a qui s'improvisent Airbnb maintenant. Solidaire, gratos, évidemment. Partagez votre maison avec ceux qui ne peuvent pas partir en vacances. Ouais, sauf que quand tu reviens voir ta maison et que ta maison elle est complètement dépouillée, la piscine complètement sale, etc. Je vous le dis, on part dans un modèle de société complètement débile, complètement absurde. C'est-à-dire qu'en gros, les gens qui se sont battus toute leur vie pour pouvoir posséder, acheter, être propriétaires, avoir leur maison, etc., demain on va les faire culpabiliser parce qu'ils ont une maison. Limite, la maison, il faudra qu'ils y vivent 6 mois, par contre, les 6 autres mois, il faudra qu'ils laissent leur maison aux plus démunis. Richard Kreger, si on ne retrouve pas nos libertés en France, l'avenir de notre pays sera sombre. Martine Vonner, députée et médecin. Eh oui, vous voyez, j'affabule pas quand je dis que la République est morte. Voilà comment un tyran met en place une dictature grâce aux millions de complices, collabos, sans scrupules. Alors là, je ne peux pas vous mettre la vidéo là parce que je vais me faire straquer par YouTube. Je vous mettrai le lien. C'est un extrait d'un film de Yves Boisset, que vous connaissez certainement, qui s'appelle Icomicard. C'est dans ce film-là qu'on voit la fameuse expérience du consentement ou de la soumission. Et justement, il y a ce passage vidéo qui est mis dans le tweet où le spécialiste explique à Yves Montand le principe de la manipulation de masse, et cette manipulation de masse pour acquérir le consentement. Un consentement, le consenti, je dirais, conscient, comme le consentement inconscient. La complicité, ainsi que se génèrent les phénomènes de collaboration.
La Grèce va rendre obligatoire à compter du 1er septembre la vaccination des soignants contre la Covid, a annoncé le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis dans une allocution à la nation visant à encourager la population de se faire vacciner face à la propagation du variant Delta. Voilà. Que voulez-vous que je vous dise de plus ? Rassurez-vous, tout est normal. Regardez bien le nombre de décès enregistrés après une vaccination aux États-Unis et en Europe depuis plus de 10 ans. Et en effet, il y a une courbe. Je ne sais pas si je vais pouvoir... Peut-être que j'essaierai de voir si je peux choper ce tableau. Et en effet, en 2020, on a une courbe qui atteint les 1 400 000 et qui correspond au Covid-19. Nombre d'effets secondaires déclarés en lien avec le vaccin. Non, c'est les effets secondaires, pardon. Et donc, en effet, on a actuellement une courbe, alors là, qui explose le plafond sur les effets secondaires avec le Covid-19. Mais là encore, parce qu'il met en comparaison, évidemment, l'encéphalite, le rotavirus, le BCG, la polio, l'HP, la fièvre jaune, la grippe, etc., le tétanos, etc. Sauf que là, vu qu'on est sur des niveaux de vaccination pour le Covid qui est mondial, évidemment, la courbe, elle est proportionnelle à la proportion de gens qu'on vaccine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est peut-être à 5, 6, voire 10 fois plus de vaccination que la grippe saisonnière. La grippe saisonnière, d'ailleurs, c'est dans la moyenne, etc. Donc, en effet, là, la question, en effet, elle est légitime. C'est ce que disait... au début de la vidéo avec ce que disait MP, ce que vous disiez, c'est-à-dire que on n'a pas toutes les données. On ne sait pas. Et comme on ne sait pas, eh bien évidemment, on fait du comparatif. Sauf que le comparatif, c'est comme, si vous voulez, pour bien comprendre, c'est que si vous vendez 5 voitures par an, vous avez une chance que chaque année, vous ayez une moyenne de 1 ou 2 personnes qui meurent dans leur voiture parce que c'est des mauvais conducteurs ou par un accident, etc. Puis une année, vous vendez 20 voitures. Vous mettez un coefficient multiplicateur d'une probabilité que vous passiez de 2 personnes à 6 personnes ou 5 personnes. Donc là, évidemment, vous voyez, c'est... Alors attention, là je vous explique quelque chose qui est mathématique. Après, l'explication, la raison, la conséquence des effets secondaires, là, là, je vous donne simplement quelque chose de mathématique, de logique. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Après avoir passé 30 ans à détruire notre système de santé, il s'emploie maintenant à détruire notre système immunitaire. Pas faux. En termes d'éthique et de corruption, le secteur de l'armement, qui est loin d'être irréprochable, réussit la prouesse d'être plus propre que le secteur pharmaceutique. Chez les pharma, mentir, falsifier, corrompre font partie du business plan, chercher les jugements contre eux. Et en effet, c'est quand même formidable que finalement, vous ayez un marché mondial des armes sur lequel, parfois on est conscient, inconscient, etc., mais dont on sent bien qu'il n'y a jamais eu une volonté réelle de s'y intéresser ou d'essayer d'arrêter ou de stopper les choses, parce que, évidemment, business derrière, tout le business. Et en revanche, ce qui est formidable, c'est que là, avec le business Big Pharma, et c'est pas nouveau, ça fait depuis maintenant de nombreuses années que des gens dénoncent, etc. Il suffit simplement de se pencher un peu sur la question pour se rendre compte que tous les scandales qu'il y a eu ces 20-30 dernières années sont tous liés à cet aspect de vouloir faire du pognon, de vouloir faire du business, de vouloir imposer du monopole, de vouloir satisfaire les actionnaires. Donc on fait de la tergiversation, on fait de la sémantique pour essayer de calmer le jeu, etc. Qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre ? La chaîne parlementaire, passe sanitaire, nous posons une ligne rouge, ne pourra jamais concerner les activités de la vie quotidienne, explique G. Gouvircha des En Marche. Parce que déjà, aller dans les centres commerciaux et être obligé d'avoir un pass sanitaire, c'est pas du quotidien.
foutage de gueule. Oui, alors après, je tombe sur une vidéo, évidemment. Alors hier, il y avait la finale de l'Euro 2020 ou 2021, je ne sais plus. Donc c'est l'Italie qui a gagné, sauf qu'avant le match, ça a été un peu le bordel. C'est-à-dire que les autorités britanniques qui assuraient la sécurité du stade ont été complètement débordées. Il y a des gens qui n'avaient pas de ticket, qui ont réussi à rentrer dans le stade. Enfin, c'était festival, quoi. C'était très, très sympa. Qu'est-ce que je pourrais vous trouver d'autre? En 5 mois et demi, plus de 9000 morts dus au vaccin. Les données publiées le 2 juillet par le CDC, Center of Disease Control, donc américain, révèlent que du 14 décembre 2020 au 28 mai 2021, 9048 décès, tout âge confondu, ont été dus au vaccin. 9048 personnes. 9048 personnes. Écoutez, j'ai pas le chiffre en tête du nombre de vaccinés. Aux États-Unis, je crois qu'on est à 176 millions de vaccinés. Bah, vous faites le calcul, hein, vous prenez 9048 décès que vous divisez par 176 millions, que vous remultipliez par 100, et vous aurez un pourcentage du nombre de décès par rapport à la population vaccinée. Attention, je ne dis pas que c'est bien. Au contraire, en effet, je suis conscient, et je le répète, que ces vaccins sont expérimentaux. Donc, ces 9000 décès, peut-être qu'il y a 1000 ou 2000 personnes qui auraient décédé de toute façon, même avec une approbation de mise en vente et de mise sur le marché, mais on ne le saura jamais. On ne saura jamais sur les 9000 personnes aux États-Unis qui sont mortes à cause du vaccin, combien seraient morts de toute façon du vaccin. Avec des tests complets. On ne le saura jamais. Donc on fait que de la suspicion, on fait que de la retranscription, de la spéculation. En revanche, en effet, c'est dramatique, j'en conviens. Mais soyons un peu honnêtes aussi. Hein, que 9048 décès du vaccin sur 176 millions, c'est acceptable. Et encore une fois, j'insiste, attention, on est sur des vaccins expérimentaux, légitimés, utilisés dans le cadre pandémique. Et là, en effet, vous allez me poser la question, oui, mais pandémie, 0,05% sur l'échelle mondiale, on est loin. Hein. J'ai fait un petit comparatif d'ailleurs, je crois que la grippe espagnole sur, je crois, 40-50 millions de morts. Pourtant, la grippe espagnole, c'est des 40. Hein. Bon, ben voilà, je veux dire... que vous pensiez qu'on ait justifié ou mis en place une pandémie sur un virus qui n'est pas létal, vraiment létal, là-dessus, en effet, je pense que l'histoire va devoir nous donner des réponses à cette question. Maintenant, sur les vaccins sont expérimentaux. Donc maintenant, si vous considérez que le 9048 décès est inacceptable, ben dans ce cas-là, il faut lancer des procédures pénales contre les responsables politiques, sanitaires. C'est tout. Sauf que vous pensez bien que face à ça, ils sont quand même protégés. Et que même si aux États-Unis, les gens vont pouvoir avoir la possibilité de porter plainte contre les organismes sanitaires comme les laboratoires, ça sera des procès qui dureront 30 ans, 40 ans, 50 ans. Hein. Quand vous avez des enjeux financiers, des responsabilités aussi engagées, ne vous inquiétez pas, la justice saura faire en sorte de faire traîner les choses très longtemps. Pendant la même période, le CDC ont eu connaissance des effets nocifs suivants de la vaccination Covid-19. 7463 invalidités permanentes, 56 915 patients en réanimation, 26 754 hospitalisés. Alors c'est François Asselineau qui nous donne ces informations-là. On peut en effet retrouver ces informations sur le CDC. Alors, encore une fois, en effet, c'est dramatique, mais j'ai envie de dire pas de surprise aux États-Unis. Comme je vous l'ai dit, les Américains sont un peuple malade. C'est pas un peuple en bonne santé. C'est un peuple hypocondriaque. C'est un peuple hyper médicamenté.
C'est un peuple qui malheureusement est tombé dans une spirale de business de santé, si bien que quand vous avez par exemple le cholestérol, quand le marché des produits pour lutter contre le cholestérol stagne, qu'est-ce que les autorités de santé américaines font? Eh bien le niveau de cholestérol, il le baisse. Si bien que ceux qui avant n'avaient pas de traitement, alors attention, on dit traitement, toujours sous le consentement. On n'oblige pas les gens à prendre les médicaments, mais on leur dit, c'est bien de le prendre parce que moi je vous préconise, etc. Moi par exemple, j'ai un peu de cholestérol, je ne prends pas de traitement. Mais si j'écoutais mon médecin, il faudrait absolument que je prenne un traitement parce que vous considérez, là, vous avez un peu de cholestérol. J'ai dit, un peu de cholestérol. Un peu. J'en ai pas... Mais comme je suis juste au-dessus de la nouvelle norme, ça se trouve, là, je vais revoir un médecin, je me rends compte que la norme, elle est retombée d'1 ou 2 points. Donc à force de baisser à chaque fois le niveau minimum, forcément, vous relancez le marché. Donc vous